Bonjour à toutes et toutes et bienvenue dans ce replay de la plénière de la communauté sensibilisation qui a eu lieu le 13 mai dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien, bienvenue dans ce replay. Vous allez découvrir plein de choses super intéressantes. C'était vraiment très enrichissant. Alors, ce replay, en fait, l'enregistrement a été lancé un peu tardivement pendant la plénière. Donc, je me permets ici de refaire une introduction et de vous représenter la première partie loupée de cette plénière. Alors, au programme, nous avons une petite introduction de ce que c'est la sensibilisation et de ce qu'est la communauté sensibilisation, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne la connaissent pas, ou pour ceux qui ont besoin d'une petite mise à jour. Ensuite, nous allons présenter le dernier projet en date de la communauté, qui est la boîte à outils de sensibilisation. Nous avons eu la chance d'avoir un retour d'expérience très riche sur les actions de sensibilisation de Agathe Recbuch, de Laura Merlin, de Stéphane Belot d'Electrodépôt, Benjamin Jacob et Marion Chenives pour Decathlon et Anne-Danielle Fortunato de Noroto. Le retour d'expérience d'Anne-Danielle a justement été, été raté par l'enregistrement, donc je vais le refaire à sa place et vous pourrez évidemment la contacter pour plus d'informations. Elle sera ravie de répondre à vos questions. Et enfin, nous avons fini avec une table ronde. Chaque porteur de projet s'est rassemblé avec les autres pour poser ses questions aux autres, rebondir sur ce que les autres ont dit et ce qu'ils ont oublié de dire, ou les actions auxquelles ils n'avaient pas pensé, et répondre aussi aux questions qui ont été posées par les participants en présentiel et en visio. Et sans plus tarder, nous commençons. Alors, pourquoi sensibiliser? Sensibiliser, c'est la porte en fait d'entrée de l'engagement des collaborateurs dans la transition de l'entreprise, la transition écologique en l'occurrence. Vous savez que en fait, si on ne sensibilise pas le collaborateur, il ne sait pas pourquoi il faut changer, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il faut changer ses habitudes de travail, et à ce moment-là, on a une aversion au changement qui est assez forte et qui peut parfois complètement en fait bloquer l'entreprise. Sensibiliser le collaborateur, c'est lui permettre de mieux comprendre les enjeux environnementaux et sociétaux. On verra que c'est lié et acquérir des connaissances et des réflexes dans son travail, dans sa vie pro et perso, puisqu'en fait, bah, un bon comportement en entreprise au niveau écologique, qui est vraiment apporté dans l'entreprise par l'entreprise, en fait, va avoir un impact sur les comportements de la personne chez elle. Donc, c'est vraiment un lieu d'apprentissage très fort en termes de transition écologique. Et enfin, sensibiliser le collaborateur, ça lui permet de s'engager collectivement, de savoir pourquoi il le fait et de le faire à son échelle et à celle de l'entreprise. Le chantier, la communauté sensibilisation. Pourquoi communauté d'ailleurs? Avant, on disait chantier, maintenant c'est communauté. Communauté parce que, en fait, un chantier, ça implique un dynamisme et de construire, en fait, tout le temps. Un chantier qui ne construit pas, c'est pas un chantier. Et il se trouve qu'en fait, dans certains chantiers, entre 2 projets ou même durant les projets, par exemple comme ce qu'on fait ici maintenant, en fait, c'est juste un lieu d'échange, une communauté d'échange de bonnes pratiques. Donc on a trouvé ça plus cohérent de rappeler ça, communauté plutôt que chantier, et dans ces communautés, vous retrouvez bien évidemment les projets qui sont eux, bah, les terrains d'action, concrètes, des communautés. Cette communauté, elle réunit une trentaine de personnes, plus ou moins, en fait, selon les projets. Parfois, certains projets, comme nous allons le voir avec la boîte à outils, a besoin de réunir des personnes externes de l'écosystème ActionFact pour nous apporter leur expertise. Cette communauté, c'est 3 projets à date. Le premier étant l'état des lieux, la capitalisation de ce qu'on sait dans les entreprises en termes de sensibilisation, évidemment, pour savoir ce qu'on a déjà fait et vers où on peut se projeter. Ensuite, il y a eu le projet Planet Quiz, qui était donc, comme son nom l'indique, un quiz en 5 jours, 5 étapes, 5 thèmes et 5 questions, et qui a réuni plus de 4000 personnes de différentes entreprises. Donc, c'est vraiment un grand succès pour nous. Nous sommes très, très fiers de ça. Le projet Made in Communauté Sensibilisation. Voilà. Donc, on est très fiers. Et ça permet d'avoir un petit quiz, de se confronter un peu à des petites questions un peu pièges sur ce qu'on pense être vrai de l'écologie et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, un petit débrief, un petit mémo qui nous apporte plus d'explications, qui nous propose des bonnes pratiques à mettre en place pour contribuer justement à la transition de tel ou tel thème, des ressources utiles, etc. Et enfin, nous allons passer donc à la boîte à outils, le projet en cours. La boîte à outils, donc c'est le dernier projet ActionFact sensibilisation. Cette boîte à outils, c'est un catalogue en fait, d'outils de sensibilisation. Nous avons regroupé une vingtaine d'outils
ateliers regroupés autour des 5 thèmes majeurs de l'écologie, y compris le thème métier, en fait, pour vraiment que ce soit concret dans les entreprises. Une vingtaine d'outils ateliers, donc c'est vraiment des outils qui s'animent en collectif, que ce soit en visio ou en présentiel, et 4 ou 5 outils encore à voir. Il y a des applications qui se font en équipe et on est seul derrière son application, donc c'est pas vraiment un atelier, mais ça permet de progresser tous ensemble collectivement dans l'entreprise. Donc voilà, cette boîte à outils, elle a pour vocation d'aider les porteurs de projets sensibilisation ou ceux qui voudraient le faire sans en avoir la casquette officielle pour se lancer vraiment, pour sensibiliser leurs collègues. Parfois, en fait, c'est compliqué de se lancer dans la sensibilisation. On pense directement fresque du climat. Fresque du climat, on pense que c'est une nébuleuse d'organisation. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, quels sont les contacts qu'on peut contacter. Évidemment, si vous vous lancez dans la sensibilisation avec la fresque du climat, mais que vous n'avez jamais été fresqueur, que vous ne connaissez pas d'animateur, que vous ne savez pas comment vous former, où le faire, etc., évidemment, c'est hyper bloquant. Donc, cette boîte à outils sert à vous donner ces pistes-là et à vous aider à comprendre les outils. Elle vous conseille aussi d'autres outils. Elle vous présente des outils qui pourraient être mieux adaptés à votre entreprise que la fresque parce qu'il n'existe pas du tout que la fresque du climat, même si c'est un outil qui est vraiment formidable. Ensuite, nous avons un petit parcours type recommandé en 5 étapes. En fait, quelles sont les étapes pour sensibiliser au mieux, efficacement ses collaborateurs, sachant que la sensibilisation, elle doit s'inscrire dans une stratégie pérenne et durable et responsable de l'entreprise. Ce n'est pas juste un coup de com' RSE qui sert à dire, voilà, nous, on a sensibilisé nos collaborateurs. Si c'est juste ça, en fait, le collaborateur, bah, il est sensibilisé, mais s'il ne se met pas en action derrière, que l'entreprise ne l'aide pas à se mettre en action, en fait, ça a un impact nul, pratiquement. Donc, il faut absolument qu'il y ait un fil rouge et qu'après une sensibilisation, soient mises d'autres outils de sensibilisation qui sont pour le coup, qui vont faire réfléchir à autre chose. Par exemple, Fresque du climat, c'est un état des lieux, c'est le rapport du GIEC en fait, en images, expliqué, donc voilà, pour comprendre un peu les liens de causalité entre les éléments de la crise écologique. Ensuite, on va avoir d'autres outils qui vont permettre aux collaborateurs de se remettre en question dans ce contexte, de remettre aussi en question l'entreprise dans son contexte et lui dans l'entreprise pour comprendre vers où il doit aller, vers où l'entreprise devrait aller pour être aligné avec les limites planétaires. Et à ce moment-là, commencer à une intelligence collective pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et ensuite, des outils qui vont servir purement à se mettre en action, à faire des éco-gestes, à les lister, avec la gamification voilà, pour le faire vraiment durablement et installer ça dans les nouvelles habitudes comportementales et de consommation, etc. Et enfin, des bons conseils, des bonnes pratiques à mettre en place pour lancer une campagne de sensibilisation. Cette boîte à outils, j'y passe rapidement. Donc, en fait, vous trouvez des pages catalogue où pour chaque outil, vous verrez une rubrique thème, une rubrique cible privilégiée. En général, les outils sont grand public. Tout dépend après de la façon dont vous allez introduire l'outil à votre COMEX, par exemple. Ce n'est pas la même chose que de l'introduire auprès de ses collaborateurs. Le nombre de participants minimum, maximum, la durée et le budget estimé. Et en cliquant sur le bouton plus de détails, vous découvrez la page détaillée de chaque outil avec 8 onglets qui sont présentation de l'objectif, le déroulé, la méthode pédagogique, la complémentarité, qu'est-ce qu'il faut mettre avant, après cet outil pour créer un fil rouge efficace, le budget estimé, testé et approuvé, donc les entreprises qui l'ont mis en place, avec des petites photos et les contacts des personnes qui les ont mis en place, et besoin d'aide pour déployer l'atelier, c'est à la fois le bouton pour aller sur le site de l'outil, le site officiel, et aussi des adresses mail de personnes qui l'ont mis en place dans l'écosystème Accent Facts, ou les personnes tout simplement qui ont créé l'atelier et qui animent cet atelier. L'équipe de choc qui a créé cette boîte à outils, c'est celle-ci, donc Comme de Laval, moi-même, d'Accent Fact, Marion Chenives de Decathlon, Julien Houft de Fashion Cube, Céline Cotteret de Nood, Benjamin Jacob et Carole Jovenio, respectivement anciens décathloniens et anciennes de Leroy Merlin, qui ont créé ensemble un collectif Régénérative qui sert à venir en aide en fait, aux entreprises sur ces sujets-là. Et le lancement de cette boîte à outils, le lancement officiel sera aux alentours du 15 juin, sûrement le 16, vous serez tenu au courant rapidement. Passons maintenant à la partie retour d'expérience sensibilisation avec nos 4 entreprises qui vont nous parler de ce qu'elles ont fait, ce qui a plus ou moins bien marché, comment est-ce qu'elles ont fait. Vous allez voir qu'avec le même outil, en fait, la technique va être très différente selon la culture d'entreprise et selon les moyens donnés aux porteurs de projet. Et nous commençons donc avec ces 4 rapporteurs d'expérience. Anne-Daniel Fortunato, leader développement durable de Noroto. Stéphane Belot, directeur de la transition écologique et sociétale chez Electrodépôt.
Benjamin Jacob, donc Régénérative, ancien décathlonien, et Marion Chenives, qui est chef de projet sensibilisation chez Decathlon, et Agathe Rubuche, qui est responsable pilotage stratégie RSE chez Leroy Merlin. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec Anne-Danielle Fortunato. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie d'Anne-Danielle a été zappée par le mauvais enregistrement de la plénière. Donc, je vais vous faire un débriefing de sa partie avec ces slides. Donc, le challenge énergique, c'est quoi? C'est l'un des outils d'aide individuelle et collective dont j'ai parlé tout à l'heure dans la boîte à outils. C'est un outil qui prend la forme d'une application. Vous êtes inscrit en ce qu'on appelle des tribus, c'est des équipes, au sein d'une entreprise ou inter-entreprise. Ça permet aussi de créer une synergie inter-entreprise. C'est un outil du coup qui s'appuie sur trois pans. Une animation quotidienne dans laquelle il y a des missions avec des quiz, des bilans carbone. Le but étant de faire son bilan carbone au début et peut-être au milieu et à la fin en fonction du timing, et de comparer un peu ce qu'on a gagné en fait en CO2 en faisant les éco-gestes proposés dans la partie contenu, l'Agora, le kiosque et les éco-gestes justement sur l'application. Et pour chaque inscription, 1 € est reversé à une asso à visée sociale et environnementale. Le challenge énergique, donc chez Noroto, ça a pris 3 mois. Noroto s'est lancé directement sur 3 mois. Alors, Anne-Danielle précisait qu'elle pense que pour commencer, 3 mois, c'est un petit peu long. 1 mois, c'est trop rapide. 2 mois, c'est donc le bon compromis, sachant que Noroto a rempli pour 3 mois, car ils sont très contents de ce qui s'est passé avec le challenge énergique chez eux. Et juste pour commencer, Anne-Danielle recommande 2 mois. Donc, il y a eu 576 joueurs engagés, un paquet de missions, d'éco-gestes et d'idées qui ont été formulées, adoptées, réalisées. Alors, côté participation, donc, il y a eu 576 personnes, c'est 8% des effectifs totaux de Noroto. C'est déjà une très belle performance. 8%, c'est pas facile à réunir. Et sur ces 8%, il y a eu 37% de connexions hebdomadaires moyennes, soit 182 joueurs vraiment actifs. Des joueurs qui qui sont donnés à fond. Et quand on se donne à fond en fait dans le challenge, on se rend compte que c'est vraiment un moment ressourçant. C'est un moment où on apprend, c'est un moment où on s'amuse. Ça devient un peu le petit bonbon de la journée quand on est dans les transports ou quand on revient à la maison. Voilà, ceux qui l'ont expérimenté, qui se sont vraiment donnés à fond, l'ont ressenti comme ça et ont témoigné de ça. Donc, il y a eu 388 répondants pour le bilan carbone. Donc, comme je l'ai dit, on commence par calculer son bilan carbone pour un peu se définir des objectifs. En moyenne, c'était 10 tonnes 26 de CO2 équivalent par an. Et durant ces 3 mois, 13 tonnes 18 ont été économisées. Le challenge se clôture par une cérémonie de clôture. Et il faut savoir que chez Energique, en fait, toute la com et toute l'organisation est faite par Energique. Ça fait partie du package. Donc, à la fin, il y a une cérémonie de clôture où on remet les prix, on récompense les meilleures tribus, les meilleurs joueurs aussi en individuel. On parle un peu des stats, qu'est-ce qui a été fait, combien de tonnes de carbone. Il y a un petit quiz pour que ce soit interactif. Donc voilà, en synthèse, donc l'objectif de sensibilisation est atteint et va continuer. Surtout que, en fait, il y a un côté réseau qui se fait autour de la participation de ce challenge, notamment via le défi de parrainage qu'il y a dans l'application. On doit parrainer ses collègues pour gagner des points, pour amener des points à son équipe. Et en fait, beaucoup de parrainages se sont faits et beaucoup de personnes sont arrivées dans le challenge par ce biais. Donc voilà, ça permet de capter de nouvelles personnes, de nouveaux ambassadeurs, et donc d'étendre le réseau, et de récupérer des bonnes idées et des éco-gestes à mettre en place dans la stratégie RSE de Noroto. Et donc en septembre, comme je l'ai dit, Noroto rempile pour 3 mois. C'est la revanche des tribus, car c'est vraiment, avec la gamification, c'est une bataille entre équipes. Qui sera la meilleure? Donc voilà, ceux qui ont été premiers essaieront de le rester, et ceux qui étaient derrière essaieront de les détrôner autour des thèmes suivants: la biodiversité, l'alimentation et les déchets. Sachant qu'en fait, oui, je ne l'ai pas précisé, mais le challenge énergique, c'est un thème par mois. Et nous passons maintenant à Stéphane Belot, directeur de la transition écologique et sociétale d'Electrodépôt, et je vous laisse avec le replay d'origine. Très bon visionnage à vous. Alors, moi, c'est ça dans mon entreprise. Ça fait le deuxième point. J'en ai encore un autre à partager avec vous, donc commission de retour d'expérience. Mais ça, vous en avez parlé, donc je vais passer assez vite. On est tous à peu près dans des entreprises à réseau, avec plein de points de vente partout. C'est impossible de piloter ça uniquement à partir du siège. Donc, évidemment, si parmi vous, il y en a encore qui ne l'auraient pas fait, il est indispensable que vous puissiez avoir. Alors, l'idéal, c'est
un représentant, un ambassadeur, appelez-le comme vous voulez, dans chaque magasin, sinon un Outra dans chaque région, par bassin, enfin, en fonction de votre structure géographique, mais sinon vous allez vous épuiser et il faut avoir des relais. Ou alors, vous avez beaucoup de chance, vous avez une équipe de 40 personnes au siège qui fait tout. Troisième, quatrième, je ne sais plus, peu importe. Évidemment, là, comme vous, c'est aujourd'hui, on est dans des communications digitales. Vous avez, j'imagine, tous des. Salut Daniel, ciao. Vous avez tous des intranets et des choses comme ça. Et c'est vraiment des outils magnifiques pour partager. Et le conseil que je donne, c'est que surtout, on est évidemment, nous, animateurs RSE, beaucoup en top-down, on va balancer les informations, etc. et tout. Ce qui est canon, c'est vraiment quand l'outil permet, et j'espère que vous avez montré avec Workplace, qui est le Facebook d'entreprise, pour faire simple, hein, c'est le visuel de Facebook. Vous imaginez Facebook, c'est tout pareil. Ce qui fait n'importe qui à son compte, il peut créer des communautés, créer des groupes, publier une photo, un texte, et avoir des likes ou pas de likes, etc., des commentaires. Et tout ça fonctionne très bien. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. C'est-à-dire que ça, quand je parlais d'appropriation par les équipes, ce genre d'outil, en disant si elle a fait ça à Toulon, elle c'est Marjorie, qui est l'ambassadrice EOS à Toulon-la-Garde, elle fait une initiative, et ça donne envie à d'autres magasins, en disant pourquoi Marjorie, si elle ne sait pas, moi je peux le faire à Clermont-Ferrand, à Montpellier ou à Strasbourg. Ensuite, on communique aussi bien sur des enjeux planète, macro, ça peut être la synthèse du dernier rapport du GIEC, une étude qui va comparer les voitures électriques et les voitures thermiques pour tordre le cou à toutes les fake news, et puis aussi mettre en avant les actions pour l'entreprise, toujours un mix des deux. Alors la fresque du climat, j'imagine que vous avez tous entendu parler. Comment ça s'est passé chez nous? La première fois que j'ai fait la fresque du climat en tant que participant, c'était organisé d'ailleurs par Act Fact en septembre 2020. J'ai trouvé ça canon. Ouais, je ne vous ai pas dit, dans l'équipe transition écologique chez Prodepo, on est deux. Il y a Pomme, il y a Alix qui est chef de projet, et on a 2 étudiants en alternance. D'accord. Donc ça, c'est la structure de l'équipe. Donc Alix et moi, on a été se former à Valenciennes un samedi matin, et on est devenus animateurs fresque du climat. Et depuis, alors, je suis très, très fier, on a formé tout seul à 350 personnes. C'est-à-dire qu'on a formé 100% du campus. Souvent, on faisait venir soit des services complets, par exemple, c'était toute la direction financière. Ils étaient une vingtaine. On fait 4 tables de 5. Pendant 2 heures, on fait la fresque du climat. Donc la fresque, c'est un jeu de cartes pédagogique pour comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique. C'est très très bien fait, c'est vraiment génial comme outil pédagogique. Et ensuite, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on enchaîne avec une séquence qui est dédiée à ce que fait l'entreprise par rapport à ce constat-là. Pour ne pas s'arrêter, pour se mourir. Non, c'est encore possible, ça c'est important. Et puis on enchaîne avec les plans d'action et les stratégies d'après. Je me permets de vous partager, mais alors là aussi, je ne donne pas de leçons, je voudrais vraiment vous livrer mon point de vue et un témoignage. On en a fait maintenant beaucoup la fresque du climat, je vous ai dit 100% du campus, mais on a formé aussi tous les directeurs de magasins, donc on est allé dans les 5 régions, à Marseille, à Lyon, à Nantes, à Paris et à Lille. On a formé tous les directeurs de magasins, et la semaine prochaine, on va en Belgique. Et on attaque les Belges, on a récupéré la fresque du climat en flamand. C'est vraiment. Vraiment, il y en a 10 qui sont francophones et 5 qui sont flamands, donc ça va être top. Et ce que je voulais faire plus sérieusement, c'est que je me suis rendu compte qu'il faut faire attention à ce que nos entreprises ne se positionnent pas comme moralisateurs sur le comportement individuel des gens. Je m'explique, dans la fresque du climat, on dit par exemple que l'agriculture, c'est un gros émetteur de métal, de toxine d'azote, vous connaissez le truc, donc grand émetteur de GES, gaz à effet de serre, et on dit qu'il n'y a pas de solution, il faut manger moins de viande, etc. Mais je partage une condition, c'est que souvent en introduction de la fresque, je leur dis bien que l'entreprise n'est pas là pour donner des leçons de morale, on n'est pas là pour juger en disant toi tu prends trop l'avion, toi tu manges trop de viande, toi tu as ton 4 produits diesel, etc. Et tout. Alors on va donner de l'information générale pour que les gens puissent, s'ils le souhaitent, modifier leur comportement individuel. Et surtout, il faut faire attention de ne pas tomber dans une espèce de moralisation et l'entreprise n'a pas à. C'est un peu comme en politique. On pourrait imaginer dire que tiens, on va donner des informations sur l'importance d'aller voter, mais par contre, on n'est pas là pour dire pour qui il faut voter. Donc là, pour la fresque, c'est pareil. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi je fais ça. Parce qu'une fois que j'ai dit ça, en disant on n'est pas là pour porter un jugement sur le comportement individuel, tout de suite, j'enchaîne, puis par contre, sur l'entreprise, elle ne faisait pas le choix. Parce que l'entreprise, elle a dessiné un virage, et vous êtes acteur de ce virage. Et on a besoin de vous.
Et là, il n'y a pas j'y crois, je crois pas, j'ai envie, j'ai pas envie. C'est comme ça. Quand une entreprise a décidé de digitaliser la boîte, il n'y a pas ceux qui disent non, digital, c'est pas pour nous, moi, je crois pas, je pas envie de le faire. Alors, et si tu ne veux pas le faire, d'accord, tu changes d'entreprise. Donc là, ça me permet d'avoir un message plus tonique sur le fait que, vous voyez, c'est un peu les choses. Donc la fresque, c'est vraiment canon. On s'est formé à deux, on a tout fait. Donc sur les budgets, moi, ça me coûte zéro, à part les sons. On fait des plateaux VG, le format, on fait souvent 11h, 13h. Pendant la pause déjeuner, on débriefe un peu sur le ressenti, sur les émotions. Et après, on enchaîne avec la partie de formation entreprise. Donc à part le pizza ou un moment d'échange en déjeuner, ça me coupe à la roue. Mais du coup, si je comprends bien, c'est 1h30, donc c'est pas la fresque du climat qui dure 3 heures. Alors, si, parce que alors, la fresque, quand tu fais tout, nous, on tient la fresque, proprement dit, elle tient en 2 grosses heures. Nous, en 2 heures, quand tu regardes le déroulé. Et après, il y a effectivement les phases de débriefing. Et après, on vient y coller une partie de présentation de stratégie d'entreprise qui dure une demi-heure. Donc, on arrive à tenir dans un format 3 heures. On a enlevé 2 cartes dans la fresque, c'est les plus compliqués. Il y a des forfaits radiatifs que l'on a enlevé. Je continue, je vais pas prendre trop de temps, mais ça va? Mais encore 2 minutes? Ok. Un autre exemple d'engagement des collaborateurs, là je vais beaucoup parler de planète depuis tout à l'heure, mais dans la RSE, il y a aussi la solidarité. Chez nous, c'est important. Donc on a un programme qui s'appelle Un dépôt, une asso. Chaque magasin est le parrain d'une association locale. D'accord? Donc il y a 104 magasins, il y a 104 associations. On a un budget de 2 000 € que le magasin va pouvoir donner, notamment sous forme de produits pour que l'association puisse s'équiper sur du matériel. Et on a aussi pris une grande décision, c'est que chaque salarié d'Electrodépôt a le droit à une journée pour aller donner un coup de main dans une association payée par l'entreprise, l'espèce de RTT supplémentaire, si vous voulez, qui est fait au bénéfice des associations. Et ça, on travaille avec une plateforme d'une startup qui s'appelle Vendredi. Et c'est en train de prendre, et je pourrais vous en parler des heures, les histoires humaines qu'il y a derrière ça, les révélations qu'il y a des gens, c'est vraiment extraordinaire. Je peux passer à la diapo suivante. World Cleanup Day, je passe parce que je pense que vous connaissez tous, on est au tout début. La première fois, on était tout seul, à FACH, avec l'équipe, on était à 4. La deuxième fois, on avait 8 magasins. Et là, on va essayer de faire un gros truc au mois de septembre pour la semaine européenne du développement durable en essayant d'embarquer tous les magasins. C'est quand même toujours très, très efficace. Hein, quand vous avez passé 2 heures à ramasser toutes les merdes que les gens y jettent, il n'y a pas mieux comme sensibilisation pour comprendre que c'est quand même un vrai souci. Voilà, encore, je crois, 2 choses, on arrive presque à la fin. Quand on parle de sensibilisation, quand je vous disais tout à l'heure, je fais le lien avec mon introduction sur la direction générale, si vous faites une grande convention d'entreprise et que tout le monde dit que la transition écologique c'est prioritaire, c'est-à-dire que ça doit transpirer dans votre convention. Donc là, nous, on vient de faire la convention Electrodépôt, c'est 480 personnes, tous les directeurs de magasin, tout le campus, les directeurs adjoints, enfin, vous voyez la grand-messe que vous connaissez bien. Le fil vert, ça a été la transition écologique. Tous les services, les achats, les RH, la direction technique, la logistique, tout le monde a présenté des résultats ou des plans d'action sur son transition écologique. Donc, un fabuleux fil vert. Plus, on a invité tout plein de petites startups, Ciao Mego, La Vie est Belle, Samji, qui sont des startups qui montrent ce qu'on peut faire en termes de recyclabilité, de recyclage. Lui, c'est avec des vieux pneus de vélo, il fait des ceintures, vous avez sûrement entendu parler. Et quand les gens ils font eux-mêmes leur petit porte-clés en découpant des vélos, ça vaut mieux que de faire un. Voilà, donc ça c'était, voilà, on arrive à la fin, c'est la dernière diapo, parce que là c'est un petit scoop pour vous, parce que ça date de la semaine il y a quelques jours. On a été, depuis 2 ans, donc je vous explique un peu tout ce qu'on fait, et on se disait, mais est-ce que ce qu'on fait, c'est perçu de manière générale? Et donc évidemment, on est jugé parti, donc c'était mieux d'avoir un regard extérieur. Donc là, il y a un nouveau label qui se lance en France qui s'appelle Positive Workplace. D'accord? Il se veut être le décor à la française, voire à l'européenne. D'accord? Et donc, c'est un label qui fonctionne de la manière suivante. Première partie, donc c'est 50% de l'évaluation, c'est un questionnaire de 170 questions sur vos pratiques, RH, sociétale, sociale et environnementale. Donc là, on nous demande tout le document pour vérifier. Hein. Il suffit de pas dire, ouais, je trie les déchets. Non, c'est qu'est-ce que tu as comme preuve? Si tu n'as pas de preuve, ça n'a pas de preuve. Donc, ça peut être bravo pour tout. Donc là, c'est pas de preuve, pas de point. Et puis ensuite, l'autre partie, c'est, et là, c'est très intéressant, c'est un questionnaire qui est envoyé aux clients. Il y a plus de 1000 clients qui ont répondu, aux fournisseurs et aux collaborateurs.
évidemment, collaborateur, traitement anonyme des réponses, bien sûr, pour préserver la franchise des réponses. Et ça, c'est génial parce que ça vous donne un retour 360 sur ce que pensent les gens de vos politiques. Hein. Alors, des fois, des bonnes ou des mauvaises surprises, mais en même temps, c'est factuel. Et ça vous permet d'identifier tout plein de pistes de progrès pour l'avenir. Et donc, yes, on est la dette positive 2 étoiles. Pourquoi on n'a pas 3 étoiles? Parce qu'en fait, il faut que pour avoir 3 étoiles, il faut avoir une raison d'être inscrite dans les statuts d'entreprise, ce qui n'est pas encore le cas, mais on est en train de travailler pour que l'équipe de France aura un troisième étoile la prochaine fois. Voilà, merci. Et puis tout à l'heure, on aura pas de ronde, c'est des questions. On fera ça beaucoup pendant la table ronde après. Merci beaucoup Stéphane pour ton intervention et pour ton partage. Super intéressant. Vous voyez que on a déjà vu deux façons très riches de sensibiliser et d'embarquer ses collaborateurs. Nous allons maintenant écouter Benjamin et Marion qui vont nous parler. Vous êtes tous les deux là ou... Oui, ok, super. Je les laisse se présenter et je leur donne la parole. Benjamin. Bonjour à tous, enchanté, merci pour l'invitation. Benjamin, alors je suis cofondateur du collectif Régénérative, qui est une entreprise, mais collectif d'acteurs engagés sur les enjeux planète humain. Et du coup, on accompagne les structures sur de la culturation, sur du diagnostic sur la chaîne de valeur du corps du carbone et de la co-construction de stratégies planète humain pour le coup. Avec Carole qui est avec vous dans le chat, n'hésitez pas. Et du coup c'est 15 ans chez Decat. Et effectivement, j'ai eu la joie et le bonheur de lancer le projet Fresque du climat chez Decathlon en mode un petit peu offensif, c'était l'idée. Tu peux y aller. Du coup, pareil, je vais plutôt vous raconter une histoire, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails techniques, etc. Si vous voulez, on en parlera sur les outils, etc. Vas-y, tu peux y aller. Du coup, alors comment c'est venu alors, moi, à titre perso, j'ai un cheminement sur ces enjeux depuis des années et Decathlon se mettant bien sur ces sujets de manière dynamique et étant animateur et formateur de la fresque du climat, je me suis dit pourquoi pas se servir de Decathlon comme vecteur amplificateur du message pour les collaborateurs, mais aussi pour tous ceux qui gravitent autour, les clients et les fournisseurs, etc. Et du coup, je me suis dit, en mode Decathlon bien sûr, pourquoi pas aller chercher les 100 000 collaborateurs sensibilisés à la fresque, qui est un atelier, comme je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Stéphane, mais qui est quand même assez puissant, qui prend un peu le trip. Moi, j'ai plutôt un prisme qui est de se dire, j'ai du mal à dissocier le citoyen du collaborateur, donc on l'a plutôt abordé comme ça, mais même si on faisait un focus dans le débrief sur le projet de Decathlon, ça permettrait de raccrocher aussi aux stratégies. Mais on laissait parler aussi quand même de l'aspect citoyen pendant tout. Moi, je trouve ça important. Tu peux cliquer. Du coup, en novembre 2020, j'ai commencé à essayer de débusquer tous les animateurs internes et qui étaient motivés par le projet. J'ai essayé aussi d'en discuter le plus de monde possible pour créer un petit peu une équipe. Je peux y aller. Et du coup, on a commencé, donc comme ça prenait un peu de temps et que j'avais pas envie d'attendre trop longtemps, on a commencé à 6 et en mode tout sur l'énergie et sur l'envie. Sachant qu'à la base, j'avais essayé avec l'équipe d'aider d'avoir un peu de temps ou un peu de budget. Bon, c'était pas forcément le moment. On y allait quand même en mode artisanal, mais ça marche aussi. Et du coup, le projet officiel, on l'a lancé fin janvier 2021. Et globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à lancer des projets avec les réseaux proches, c'est-à-dire nos équipes, les écosystèmes dans lesquels on était. Et assez vite, on a dit on passe la seconde tout de suite et on a été dans tous les réseaux d'entreprise de com, donc toutes les newsletters, la radio interne, le magazine, tous les leaders, ambassadeurs d'aider, on a balancé ça, on a dit, alors qu'on n'était pas du tout staffé pour récupérer, du coup, on verra ce qui se passe. Et du coup, on a balancé ça à tout le monde en disant, OK, on fait ça, on a des super bons retours sur les premiers ateliers, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Et du coup, là, tu peux cliquer. C'est un petit focus sur une des vidéos qu'on avait pu faire. On nous avait sollicité, ça faisait un mois que le projet était lancé, on avait sensibilisé 150 personnes. Et du coup, tu peux cliquer pour voir un peu la nostalgie du moment à l'époque.
c'est moi qui pas rapidement, c'est pas très important. Du coup, en mars 2021, globalement, en un mois et demi, on était passé de 6 animateurs à 20. Et avec toutes les demandes qu'on avait, globalement, on avait sensibilisé 150 personnes et on avait des demandes pour 500 personnes d'ici à 3 mois. Du coup, c'est dur. Je sais comment ça. Bon, du coup, ça s'est bien passé, mais tu peux appuyer sur le truc d'après si tu veux. En fait, là, ici, on était en mode hyper artisanal, on avait un vieux Google Sheet pour faire un suivi de projet. À ce moment-là, on s'est dit, parce qu'on était plutôt parti sur le principe qu'on va apprendre en faisant, qu'on allait y aller comme ça un peu à l'arrache. Et là, on a commencé quand même à, et ça aussi ici, vers dans les bonnes pratiques, on a mis un petit peu de structure, léger, parce que ça reste très agile. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé une équipe cœur, en fait, qui n'existait pas officiellement. On a commencé à se répartir des rôles, un rôle sur la com, un rôle sur le déploiement retail, un rôle sur le déploiement prod, un rôle sur l'animation des ateliers, le planning, etc. Parce que c'est ce qu'on fait à SEO, on a créé un site, etc. Parce que là, c'était le moment où on commençait, enfin, on n'arrivait plus de 3 en fait. Et c'est le moment aussi où on s'est dit, dans tous les cas, le projet, à un moment, il va nous dépasser. Parce qu'il commençait à nous dépasser, c'est pas grave. L'idée qu'on a eue, c'est que l'équipe cœur était plutôt là pour donner le sens, et après, ceux qui voulaient le déployer sur leur pays ou de leur service, on s'en fout, le principal, c'est soit fait. Que ça se fasse, et peu importe comment ça se fait, tant que ça alimente le sens du projet. Du coup, voilà, après, on s'est connecté aussi, parce qu'à l'époque, on a déployé les déploiements en entreprise, en fait, il n'y en avait quasiment pas. Enfin, c'était en France, on n'avait pas, il y avait EDF qui avait fait, donc il n'y avait pas de méthode, en fait. Et du coup, on s'est combiné avec d'autres boîtes, on était 15, donc il y avait Danone, des SNCF, etc. On commençait à partager les bonnes pratiques. Maintenant, il y a 60 personnes dans ce groupe-là. On était au départ du truc avec ces boîtes, donc ça c'était chouette. Et on a aussi essayé de plugger cet atelier dans les parcours de formation interne. Donc on a travaillé avec les RH pour essayer de mettre ça dedans pour que ça devienne un incontournable. Ça c'est un truc qui est aussi intéressant. Et du coup, en octobre 2021, donc globalement, entre le début et là, il y a 7 mois pleins, je retire les vacances d'été, parce que ça, c'est pas grand-chose pour les vacances d'été. Du coup, on arrive à nos 1000 personnes sensibilisées. Donc là, on est passé de 6 animateurs, après, on est 40-50, 1000 personnes. Métiers totalement différents, du retail, de la prod, du service cross, un peu de tout. International, en France et aussi dans les pays. Alors moi, je suis parti de Decathlon au centre. Mais avant de partir, on s'était réunis avec l'équipe cœur pour, en fait, on avait envie d'écrire une stratégie de projet qu'on n'avait jamais fait. En fait. Encore une fois, tout sur les énergies. Et du coup, on avait fait ça avec 5 personnes, dont il y avait Isabelle Milliardaire, le Sibla, qui était autour de table, pour se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on veut en faire du projet? Parce qu'en fait, le projet, il a tellement bien pris qu'on s'est dit, OK, et je le montrerai, vas-y, tu peux passer sur les bonnes pratiques. Tac. L'idée, en fait, c'est le projet, on l'a pris plutôt en bottom, et comme disait Stéphane, ça marche bien pendant quelques temps. Ça montre l'appétence, ça montre l'énergie, etc. Mais sur la durée, il faut prendre aussi par le haut. Ça, c'est une des pratiques que je plus sois de Stéphane. La partie team cœur, c'est un peu ça qui pense assez important. Si vous voulez vraiment déployer, si c'est votre envie, c'est un incontournable, on va dire. Si vous n'avez pas vraiment des personnes fortement engagées avec du temps. Parce que nous, on faisait, on n'a pas de temps en fait. Vous faisiez, encore une fois, comme vous pouvez. Mais ça, sur la pérennité, il faut du temps, vraiment. Le budget, ça peut se gérer en temps, c'est un sujet aussi. Sur la durée, c'est une question. L'aspect démocratie, dont on a un peu parlé, super important. La collaboration, pareil. La transparence dans les trucs, mais après, on laisse un peu de nous. Et la célébration du victoire, toujours très important aussi sur ces trucs-là. Dès qu'on atteint le cap des 1000, on a fait un petit truc. Quand il y a une nouvelle personne qui fait sa première fresque, on la met en avant, etc. Et je pense que c'est tout. Je sais qu'il y a quelque chose après. Non, bonjour à tous, moi c'est Marion et donc j'ai repris le flambeau dans la team cœur à partir de janvier.
et sur une création de poste chez Decathlon qui est chef de projet sensibilisation et formation. Ça montre aussi qu'on met les moyens maintenant pour faire grandir ces projets-là. Du coup, pour vous donner un peu où en est le projet aujourd'hui, ça a bien grossi. Aujourd'hui, on est à 2400, bientôt 2500 participants dans le monde. On est 66 dans la communauté des fresqueurs. La majorité encore est en France, mais il y a là une quinzaine de fresqueurs internationaux qui vont nous aider à déployer en pays. Donc, il y a 15 pays cette année qui se sont engagés sur une trajectoire. Donc, c'est vraiment incroyable parce qu'au début, il y avait peut-être France, Belgique, quelques pays limitrophes, mais ça n'allait pas vraiment plus loin. Donc là, une quinzaine de pays, c'est vraiment pas mal. Et l'atelier, donc, on envoie des demandes de feedback à chaque fois à la fin de l'atelier à J+1 pour avoir les feedbacks à chaud. Donc, il y a une super note de 4,8 sur 5. Et on demande lors de ce feedback, est-ce que ça vous donne envie d'agir à titre personnel et à titre professionnel? Et en fait, on a le même chiffre à chaque fois. Les gens ont vraiment envie de s'impliquer sur les deux volets. Et donc là, on a 96% des gens qui disent être motivés à agir après l'atelier. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que on se dit, bon, d'accord, c'est cool, ils sont motivés, mais comment on fait pour mesurer en fait si derrière il y a une action? Donc là, il y a 2 mois, on a mis en place un second questionnaire qu'on envoie 2 mois après l'atelier, où là, on va demander, ok, tu étais motivé à agir, est-ce que tu as pu mettre en place des actions dans ta vie pro ou perso? Et si oui, lesquelles? Et là, on se rend compte qu'on a à peu près 75% des gens qui, effectivement, ont mis en place des actions. Et pour l'instant, c'est vrai que ça reste plutôt au niveau personnel. Donc, à voir comment on peut transformer ça au niveau d'entreprise. Donc là, on a un objectif en 2022. En 2022, on a l'objectif de former 5000 personnes. Donc, je pense qu'on peut y arriver puisqu'on est déjà à la moitié de l'objectif. Mais vraiment, ce qui a été un tournant pour nous cette année, c'est que la fresque a été proposée au Leader France. Et du coup, ça nous a permis d'avoir l'aval, comme vous disiez tous les deux, de la DG, et du coup, enfin, DG France au début. Et donc là, on a mis une petite citation, mais voilà, en fait, le constat, c'est que tout le monde doit avoir le même niveau de connaissance. Et si ce n'est pas impulsé par le top management, au bout d'un moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça a vraiment été le tournant pour nous. Et le prochain objectif, ça va être de convaincre aussi le groupe dans sa globalité, pas que la France. Donc ça, c'était pour la fresque. Et je vais faire un petit aparté aussi sur les autres ateliers que nous, on propose chez Decathlon, parce qu'effectivement, on a commencé avec la fresque, qui est notre projet le plus mature aujourd'hui. Mais on a également 3 autres parcours. Donc, on a The Week. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cet atelier-là, peut-être que vous en avez entendu parler. Donc, The Week, c'est un atelier qui a été créé par Fred Laloux et qui a un contenu plutôt basé sur les émotions et les ressentis que l'on peut avoir par rapport à la crise climatique. La fresque est plutôt sur des faits scientifiques et le côté cérébral. The Week, c'est plutôt sur le côté cœur et les ressentis. Du coup, c'est 2 approches vraiment différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Et par contre, on reste vraiment sur la fresque en priorité pour sensibilité. Et The Week, c'est plutôt optionnel pour les personnes qui ont envie d'avoir une autre approche sur ce sujet-là. Donc là, aujourd'hui, The Week, ça se fait en 3 fois 1h30 sur une semaine. Donc c'est un peu plus... Enfin, voilà, ça mobilise des personnes 3 fois dans la semaine, mais vraiment, on a des excellents retours sur ce workshop-là. Et là, on est à peu près à 500 personnes formées. Ça a été lancé vraiment en janvier. Donc, ça commence à prendre bien. Ensuite, on a développé un e-learning en interne avec nos outils de formation. Donc, c'est quelque chose pour l'instant qui est fait de manière assez artisanale, mais qu'on essaye de pousser au maximum dans l'entreprise. Il a intégré le parcours d'intégration de tous les décathloniens. Et là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir l'apport, le soutien des RH pour vraiment le diffuser de manière très large. Parce qu'aujourd'hui, il est traduit dans quelques langues, mais on va dire que c'est nous qui demandons au pays de les traduire et de les mettre en place. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas une structure de e-learning qui soit vraiment globale au niveau du groupe et qui soit vraiment intégrée fortement dans les outils et dans les politiques locales des pays. Mais voilà, en tout cas, c'est un premier step et surtout,
qui est intéressant, c'est que c'est un e-learning qui dure 30 à 40 minutes, donc c'est vraiment très accessible pour la majorité des collaborateurs. Et puis, donc comme on le disait, nous, on souhaite avoir une approche par le bas, mais aussi par le haut. Et donc, on est super content que nos dirigeants puissent aussi participer au parcours 4.1.5 grâce à Xentax. Donc, on pense que ça va aussi aider à aller dans le bon sens et à faire que tout le travail qu'on a commencé à construire au niveau collaborateur, et ce soit approuvé et que ça nous aide à prendre plus d'ampleur. Donc là, notre objectif, c'est vraiment d'embarquer les 100 000 collaborateurs. Donc, c'est juste un slide qu'on a présenté justement à la nouvelle DG de Decathlon en disant que plus les personnes ont une connaissance des enjeux, plus elles ont de chance d'agir, plus elles ont envie d'agir. Donc, c'est ce qu'on voyait aussi avec les pourcentages de la presse. Mais voilà, on a besoin vraiment d'une prise de conscience globale qui doit être diffusée dans l'entreprise et ça passe aussi par l'évolution de la culture d'entreprise. Et donc, nous, on a mené un sondage, je crois que ça fait déjà 2-3 ans que c'est en place. On a un sondage interne qui est dédié aux questions sustainability et qui sont posées, qui sont envoyées à l'ensemble des collaborateurs. Et aujourd'hui, cette année, là, on a eu 15 000 réponses, je crois, et c'est le 4e questionnaire le plus répondu de Decathlon, donc ça commence à être assez significatif. Et donc, cette année, pour la première fois, on a posé la question de savoir quelle est ta connaissance des enjeux environnementaux de très basse à très haute? Et là, aujourd'hui, on a 4 collaborateurs sur 10 qui affirment avoir une très bonne connaissance des enjeux. Donc, c'est déjà bien, 40% des répondants, mais on aimerait vraiment atteindre les 100%. Et surtout qu'il y avait une autre question qui était, pour toi, est-ce que les enjeux environnementaux sont importants au niveau personnel, dans ta vie de tous les jours? Et il y a 90% des collaborateurs qui ont répondu oui. Donc on a vraiment aussi, on sent que les collaborateurs, ils sont aussi dans cette mouvance et qu'il ne manque pas grand-chose pour embarquer tout le monde. Donc pour conclure, là, qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour la suite? Donc grâce à la fresque qui a été faite au Leader France, on a eu l'aval pour le déployer en retail. Donc ça, c'est génial puisque l'essentiel de nos collaborateurs sont en retail. On est 25 000 en France, donc déjà, si on a un quart des effectifs qui sont formés, c'est déjà très bien. Donc là, la stratégie, c'est vraiment de faire un entonnoir. Donc d'abord les leaders d'achat, les leaders agro, les leaders magasins, et ensuite identifier très rapidement des personnes qui pourraient être relais de la fresque pour bien mailler le territoire et permettre que chaque magasin ait un fresqueur dans les moins d'1 heure du magasin, si possible. Ensuite, on aimerait poursuivre le déploiement à l'international. Et là, nous aussi, on a une petite news, on est super contents, mais on a eu du coup l'accord de Barbara Martin-Coppola, notre nouvelle DG, d'organiser une fresque du climat à notre prochaine réunion de leaders. Donc, il y a 200 à 300 leaders qui sont sur place à Lille. Et on va organiser une fresque géante à l'attention de toutes ces personnes. Donc ça, c'est génial. Et j'en profite pour passer du coup un petit appel. On va avoir quand même beaucoup de monde en physique et un petit peu en digital. Et du coup, s'il y a des fresqueurs ou fresqueuses du réseau AFM qui seraient intéressés de venir fresquer nos dirigeants, c'est super content. Ça nous aiderait beaucoup. C'est quand même. Et donc, c'est le 22 ou le 23 juin. J'envoie un mail. Il y a un WhatsApp presque à la fin. Ah, très bien. À Cannes, Ça fait longtemps. On a un réseau. On l'a fait. Non, Ok, ça existe. Trop bien. Bon, je verrai avec toi comme du coup. Mais Bravo. ça, c'est vraiment super et je pense que ça va participer aussi à accélérer le déploiement à l'international sans aucun doute. Mais du coup, on aura le même problème de OK, mais est-ce qu'on est prêt à répondre à la demande? Mais au moins, on aura les. Tu as Arnaud déjà de Twitch qui te dit qu'il est chaud. Oui. Super, nickel, merci. Et puis ensuite, il y avait la question d'intégrer la fresque dans les basiques de formation. Donc ça, c'est un sujet effectivement qui est en discussion depuis longtemps, mais qui concrètement n'est pas encore mis en place. Et donc, je pense que ça sera aussi un entonnoir, ça sera d'abord en France, puis à l'international. Mais en tout cas, normalement, ça devrait être fait cette année, donc on croise les doigts. Et par contre, ce qu'on peut garder en tête, c'est que la fresque, c'est un super atelier de sensibilisation. Et pour une entreprise comme nous, on a 100 000 collaborateurs. C'est pas forcément le seul outil qu'on devra utiliser. Il faut qu'on soit agile aussi de le mettre en complément d'autres outils. Donc,
Pour faire une petite pub, la boîte à outils peut aussi vous aider à identifier des ateliers. Mais voilà, on dit qu'il faut être complémentaire et aussi avoir plusieurs supports. Là, je parlais des e-learning, ça peut aussi être un bon moyen de sensibiliser en plus d'ateliers en présentiel comme celui-là. Donc voilà pour notre retour d'expérience Decathlon à date. Merci. Merci beaucoup, Marie. Ouais. Merci beaucoup, Marie et Benjamin, pour ce super presse pour Decathlon. On enchaîne directement avec Agathe, donc Laurent Merlin, et on fera la table ronde juste après. C'est là, hein, je vais parler. Ouais, Merci. c'est ça. Bonjour à tous, à ceux que je ne vois pas en distanciel. Donc, moi, je m'occupe de l'animation transverse de la stratégie RSE pour Leroy Merlin France. Alors, ce qu'on fait chez Leroy Merlin, et ça fait 18 mois, donc ce que je vous montre, ça fait à peu près un an qu'on travaille dessus et qu'on commence à déployer depuis le début de l'année. Nous, ce qu'on s'est donné comme objectif pour sensibiliser, on est 28 000 collaborateurs en France. C'était vraiment à la fois de porter le sens, et notamment la stratégie et pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher avec ça, de sensibiliser aux enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, parce qu'on est sur l'ensemble des sujets qui dépassent le Leroy Merlin mais auxquels on veut contribuer, informer sur les engagements qui sont pris et les vraies réalisations, former à des nouveaux gestes métiers pour certains métiers clés et engager pour vraiment passer à l'action. Et donc, ce qu'on a mis en place comme outil depuis un peu plus d'un an, la première chose, c'est qu'on a effectivement fait ceci et on poste une fois par semaine un contenu qu'on appelle, donc nous, notre enjeu s'appelle l'impact positif. On parle plus de la RSE chez Leroy Merlin, mais c'est à peu près la même chose. Et donc, c'est le post impact positif de la semaine et on est assez fiers parce qu'il n'y a que 2 posts hebdomadaires, le point économique et le post impact positif. Et on a des résultats un peu en dessous, mais franchement pas mal, donc c'est déjà bien. Ceci dit, on est 28 000 et si j'ai 3-4 000 vues, c'est bien. Donc il y a encore du boulot pour toucher tout le monde, mais voilà, avec donc on a charté les choses, on a un code et puis on a un mix de sensibilisation et de reportage terrain pour montrer aussi que ça avance et qu'il y a des choses à faire. La deuxième chose qu'on a faite, c'est donc les capsules de sensibilisation, mais je vais vous en parler juste après, fresque du climat et pitch climat. Et puis la troisième chose, c'est qu'on travaille, mais c'est assez dur, on va dire, sur les plans de formation pour mettre en cohérence toutes les formations métiers existantes. Sauf que les personnes des RH ne sont pas forcément formées, les formateurs externes ne le sont pas, donc c'est franchement un sujet assez gigantesque. On a un petit peu de mal à créer des nouveaux modules, c'est facile, mais revoir tout le catalogue, ça aide. Ça, c'est pas nous qui le pilotons, c'est vraiment les RH et l'offre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au produit. Et la dernière chose que l'on fait, dont je n'avais pas prévu de parler, mais je me dis peut-être qu'il faut, c'est ce qu'on a vu avant que je vous en parle, plutôt sur la partie engagée, c'est qu'on a mis en place un challenge, mais là vraiment interne, donc peut-être que je peux vous en parler après, pour mettre en action sur les sujets au plus proche de la stratégie, parce qu'on a 1000 relais en France chez Leroy Merlin, et une énergie de dingue, et c'est génial, mais par contre, c'est très dispersé, et on a eu tendance à passer beaucoup de temps sur des sujets qui ont peu d'impact. Donc, comment on met cette belle énergie sur les bons sujets. Si on a le temps, je vous montrerai donc, ce qu'on a développé, une plateforme et un challenge avec du bien. Donc, sur la sensibilisation, donc on a nos contenus hebdomadaires et on a donc 2 outils qu'on a développés et testés. Donc, le premier, je vais peut-être commencer par la fresque du climat, et comme ça je ne redis pas ce que vous avez dit. La fresque du climat, qui est, moi aussi, je suis une adepte de cet outil, mais c'est 3 heures. Et en fait, nous, on a déjà fait un atelier de 3 heures en 2020, en début 2021, avec tous nos collaborateurs. Donc, c'était difficile de repasser avec un atelier de 3 heures pour les 28 000. Ceci dit, on l'a développé avec Carole, qui est en visio, pour personnaliser la fin, comme tu l'as fait. Parce que moi, j'avais 2 remontées. C'est quand c'est pas ma démarche volontaire, enfin, c'est mon observation. Quand c'est pas la démarche volontaire du collaborateur, en gros, qui est invité par son directeur de magasin, il vient, mais il n'est pas forcément dans la bonne démarche, il n'est pas fin de livrer une fresque quand tu n'étais pas prêt. Tu te prends quand même une sacrée claque, et surtout quand ça se termine sur rien, entre guillemets, ou la version normale, qui du coup, les gens disent, mais du coup, en fait, c'est la fin du monde, et c'est à moi de changer mon avis, mais elle fait quoi l'entreprise? Et donc, vous avez tout à fait raison. Donc, on a rajouté une demi-heure sur le même système de cartes,
Donc sur un jeu de cartes avec 15 actions faisables chez Leroy Merlin, soit en service interne, soit en entrepôt, soit en magasin. Et on leur demande de la même façon d'être dans la participation et de placer ces cartes sur un axe effort-impact. C'est 15 actions qui ont de l'impact, mais pas le même niveau. Ce qui permet, ils les lisent, ils sont obligés d'en discuter pour décider où ils vont la mettre. Et donc, ils s'approprient un peu les actions et ils peuvent voir à la fin que mettre des ruches, c'est bien, mais ce n'est pas le même impact du tout que d'aller concevoir des produits ou de faire des merch en magasin et de mettre. Donc ça, la fresque, on en a fait, je crois, à peu près 500 personnes. Mais moi, je la conseille sur les managers parce que tout le monde ne peut pas faire. Voilà, à 28 000, on ne peut pas leur demander de passer 3h30, du coup, on fait 3h30. Et puis, c'est en termes de temps, de budget, etc., c'est plus agile. Et par contre, sur les managers, ça leur permet d'avoir des discussions vachement intéressantes. Donc, on conseille de le faire comme ça. On a fait une fresque géante avec d'ailleurs Benjamin et Carole pour une agglo, parce qu'il y a pour une région, il y a des régions qui préfèrent faire des fresques. On a fait 250 personnes en même temps, et c'est vrai que ça claquait bien. C'était chouette. Et sinon, donc, on a développé un autre outil plus agile qui s'appelle le Pitch Climat, avec aussi des prestataires extérieurs, hein, c'est eux les créateurs. Je pourrais vous partager leurs coordonnées si ça vous intéresse. Et en fait, c'est un peu le même principe, mais sur une version raccourcie en 90 minutes. Et surtout en visioconférence, ce qui me permet de faire jusqu'à 500 personnes en même temps. Hier matin, on a fait 400 personnes en même temps et c'est vraiment chouette et ça crée plein d'émulation. Ça me permet aussi, parce que je ne peux pas fermer un magasin pour faire une presse route, donc ça permet d'avoir des personnes de toute la France en même temps. Et donc, le principe, c'est à peu près 40 minutes sur l'exposé du GIEC et des chiffres, avec un mur dessiné, enfin, c'est une illustration, donc c'est très pédagogique. Et il y a des questions, des quiz, ils répondent, votre avis, c'est quoi l'effet de serre, etc. Le méthane, c'est des OVP, enfin, ça, faut quand même qu'ils soient toujours à l'écoute. Et puis, les 20 dernières minutes, c'est nous, le Leroy Merlin, qui parlons, qui revenons du coup sur la stratégie impact positif, en quoi on contribue à baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est assez light, on ne peut pas rentrer dans beaucoup de détails, mais bon. Et puis, il y a 5 minutes de questions-réponses, et ça marche aussi vachement bien, il ne faut pas poser leurs questions. Et à la fin, ils reçoivent un questionnaire de feedback pour voir ce qu'ils ont compris de la stratégie et des enjeux environnementaux, et puis on leur conseille de faire un geste climat, on les invite à faire une fresque, mais là, s'ils sont volontaires, s'ils le souhaitent. Au début, on avait à peu près 30 à 50% des gens qui s'inscrivent à une fresque. Là, maintenant qu'on déploie très largement, on a moins de monde, mais on a quand même des gens, ceux qui sont les plus engagés, ils peuvent aussi faire une fresque après. Que vous dire, voilà. Et donc ça, on le déploie par région. Au début, c'était nous, le siège, qui proposions des dates. On n'avait pas énormément d'inscrits, et surtout, sur les inscrits, on avait à peu près 40% qui ne venaient pas. Parce que c'est un truc gratuit du siège, enfin, voilà. Donc, on a changé de technique, et donc on le fait par région. Et c'est là, c'est le leader de région qui le choisit. On est en train de faire la 3e région. On en a 10 sur un. Et c'est le leader de région qui envoie l'invitation. C'est la région qui gère les inscriptions, qui paie la prestation. Donc, nous, on a tout packagé, on les accompagne. Et on fait une petite vidéo où le leader de région introduit aussi quand ils arrivent. Donc, ils sont en magasin, tout d'un coup, ça deuxième chaîne, ils savent plus pourquoi ils sont là. Et donc, là, ça permet de remettre le sens, pourquoi ils sont là, etc. Et on a des super bons retours. Il y a aussi des gens qui sortent un peu frustrés, parce que c'est pas facile de comprendre les enjeux, et surtout quand on ne sait pas sa propre démarche. Mais globalement, ça marche super bien et c'est plus agile. Et avec les 2 outils, on a donc fait 2000 personnes depuis à peu près 6 mois. Et encore, le pitch vraiment déployé, on ne fait que depuis janvier. On a l'objectif de former 30% de nos collaborateurs en 2022, dont 100% des managers, ce qui fait à peu près 8000 personnes. Voilà, sur cette partie-là. Et oui, on a aussi prévu de former des personnes à la fresque comme vous. Donc, on en a fait 30 aujourd'hui, avec Carole et Benjamin. Donc, on fait des appels à la fin, si ça vous intéresse, si vous voulez devenir fresqueur. Donc, on a à peu près 30 personnes pour petit à petit avoir des équipes en région, parce que c'est quand même vraiment mieux de le faire en présentiel. Surtout qu'on a un outil en distanciel, donc si c'est du distanciel, on préconise le pitch. On garde vraiment les équipes en présentiel. Je vous ai raconté, mais je crois que c'était ça. 500 personnes organisées dans la région.
Voilà, je crois que je sais ce que je vous ai fait à l'oral avant. Et j'ai encore 5 minutes ou pas, comme? Ouais. Du coup, je me dis que c'était peut-être bien, mais c'est pour ça que je me suis branchée, de vous montrer ce qu'on fait pour animer vraiment le passage de réflexion au-delà de la sensibilisation. Tu peux partager ton... Ouais, je crois, je peux écraser et je te redonne la main après. Alors, on a donc pareil, on est plusieurs là, dans l'équipe RSE, mais sur l'animation, on est 2. Est-ce que vous voyez là? Sur l'animation, on est 2 et donc 150 magasins, 10 entrepôts, les services internes, c'est pas possible de faire du one-to-one. Donc on avait ce qu'on a appelé 2021, on s'est dit c'est la libération des énergies. La libération des énergies, c'est super, mais franchement, ça va dans tous les sens. Il y a ceux qui font rien, il y a ceux qui font plein de choses, mais pas forcément les bonnes choses. Et donc on s'est dit comment on offre un cadre qui donne le terrain de jeu. Par contre, à l'intérieur, ils sont vraiment autonomes, puis c'est dans la culture d'entreprise aussi, je pense. Donc, ils sont leaders dans le cadre, mais ils jouent dans un cadre qui est défini. Et nous, on s'assure d'avoir un impact avec ça. Ça nous permet aussi de récupérer qui fait quoi, parce qu'on ne savait pas avant. Et ça a 2 vocations, faire du reporting, de vraiment est-ce qu'on avance, est-ce qu'on fait quelque chose, et deuxièmement, de la communication. Parce que du coup, on le dit toujours, on communique pas assez, ouais, mais c'est pas parce que 2 magasins font un truc qu'on peut se dire, mais tout le monde. Donc, on a mis en place un challenge qui s'appelle Boost Impact Positif. Qui repose sur une plateforme et qu'on a fait avec, une start-up qui s'appelle Laka, qui vous a peut-être déjà contacté, vous avez parlé. Donc, on était dans leurs 2 premiers clients, on a démarré il y a 1 an et on a testé pendant 6 mois avec 10 magasins, un magasin par région. Et comme on était dans leurs tout premiers clients, on a vraiment pu tout pour construire avec eux et avoir un outil qui va bien. Il n'y avait pas de challenge, par exemple, c'est nous qui avons demandé à le développer. Donc là, vous êtes sur la homepage du site, sur lequel vous retrouvez donc, les dernières actions qui ont été déclarées par les magasins, c'est ce qui tourne. Vous voyez, on a 143 magasins qui sont logués. Et on a lancé le 7 mars, on a déjà 1843 actions qui ont été faites et déclarées. Donc, franchement, ça démarre super bien, on est très contents. Vous avez les infos, les dernières infos, pardon, qu'on a postées. Quelles sont les meilleures régions? Parce que ça marche vachement bien d'aller titiller le respect de compète. Quelles sont les meilleures régions et quels sont les meilleurs magasins? Et on fait d'ailleurs un podium par mois où on a les meilleurs scores, les sites qui ont les meilleurs scores, les nouvelles actions, etc. Alors, le cœur du réacteur, c'est vraiment le catalogue d'actions. Donc là, en fait, on a listé toutes les actions à impact positif qui existaient et ou que nous, on souhaitait voir mettre en œuvre. Et derrière chaque action, on a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a donné une note. Parce que comment driver les gens sur les bons sujets sans couper l'énergie? Donc, on n'a pas dit c'est pas bien, faut pas faire ça. On a mis 3 niveaux. Il y a les actions incontournables qui ont 100 points. Autrement dit, les obligatoires. En 2022, il y en a une vingtaine. Il y a des actions recommandées qui ont aussi un bon impact, mais un peu moindre, qui ont 20 points. Et les actions facultatives qui ont 5 points. Celles-ci, si personne ne les fait, voilà. Et c'était surtout celles que faisaient les magasins. Les ruches, les abris à oiseaux et tout. Et c'est pas que c'est pas bien, mais quand on commence, il vaut mieux commencer par ça a hyper bien marché, tout le monde parlait que de ruches et trucs, et en fait, ça a permis d'embarquer ceux qui étaient plus réfractaires. Ils disaient, non, mais moi, les ruches, je m'en fous. Et on disait, mais c'est pas le sujet, il y a plein de trucs à faire au cœur du métier, relié au business, et du coup, ça a permis de réaligner un petit peu tout le monde. Derrière, en fait, vous avez toujours une fiche action. Donc, une fiche action, elle est faite de la même façon. Il y a le petit, j'allais dire blabla, pardon, mais le rappel du sens. À quel pilier de la stratégie, on a 5 piliers dans une stratégie, ça contribue. Vous avez ensuite les étapes de mise en œuvre avec tout le mode opératoire. Ça, c'est écrit avec le référent métier national. À qui poser la question, parce que souvent on me dit, ben oui, mais moi je ne sais pas à qui m'adresser sur une très grosse boîte. Donc quand il pose une question ici, elle arrive dans la bonne boîte mail, donc ça c'est nous qui faisons le lien. Et la réponse est postée en ligne, comme ça les autres vont voir. Vous avez une notion de coût, de rapidité, d'impact. La personne à joindre en direct s'il le souhaite. Et en fait, une fois, alors là je suis sur un profil, je ne suis pas sur un profil Maya, mais une fois qu'ils l'ont mis en place, ils ont juste à faire déclarer l'action. Il y a 5-6 questions, on a fait un truc très simple. Par exemple, un repas café, quelle date, combien de personnes ont participé, c'était avec quel assaut, combien de produits ont été réparés. Et puis, on leur demande toujours de joindre une photo. Et quand il y a besoin de joindre le PDF, par exemple, d'une convention d'achat,
quand c'est un document officiel. On est vraiment sur la base de la confiance. Donc peut-être que certains vont déclarer des fausses choses, mais on se dit que c'est pas grave et on peut quand même nous checker dans les grandes lignes. Donc quand ils le déclarent en fait ici, ensuite ils vont retrouver les actions qu'ils ont déclarées, donc un DM aussi, un direct mail, on peut aussi aller voir tout ce qui est déclaré dans son magasin ou n'importe qui. Ils peuvent aller voir ce que font les autres sites et ça ils adorent. Allez voir ce que font les copains. Donc là, si je vous en prends un qui est quand même assez engagé, hop, la Belfort et chaque magasin, et ça va venir pour les entrepôts, on travaille aux actions et ça va venir aussi pour les services internes à sa page. Et donc vous avez ici Belfort, vous voyez, il a fait 26 actions qu'il a déclarées depuis le 7 mars. Il est 8e sur le classement, il a 1290 points. Voilà les actions qu'il a mises en place avec les photos. Il est pionnier parce qu'il était le premier à mettre en place un abri à vélo. Ensuite, on leur a fait un petit onglet performance, en fait, où là, ils peuvent avoir leur performance sur chacun de nos 5 piliers d'engagement. Donc là, l'impact environnemental, voilà leurs points et leur classement. Ils ont ça donc, sur chacun de nos engagements. Et ils ont en dessous quelles actions ils ont mises en œuvre et quelles actions ils peuvent faire pour aller plus loin sur cet engagement. Et quand ils cliquent, ils retrouvent les fiches. Ici, ils retrouvent les fameux incontournables de l'année où ils en sont. Donc, par exemple, vous voyez, le 1 sur 1 en mobilité durable, le 0 sur 1 en acculturation, etc. Et puis voilà, puis après, c'est la liste des personnes qui ont accès. Et la dernière chose qu'on a mise en ligne cette semaine, c'est on leur a fait un bilan carbone et un impact positif par site. On leur a fait un petit PDF. Où ils retrouvent du coup leurs infos. Donc ça, c'est leur bilan carbone hors produit du site, comment sont leurs consommations, et on leur a mis la comparaison à la moyenne nationale pour aller voir là où ils sont au-dessus. Il y a peut-être des très bonnes raisons, mais il y a peut-être un levier là de travail sur sociétal. Et dernière chose, on a fait un petit Google Site, en fait, mais qui est accessible par là, qui reprend toute la stratégie, les équipes, le challenge, les points, et ce qui arrive bientôt avec Carole, c'est le médiathèque, bibliothèque, vous disiez, où on peut retrouver plein de ressources pour comprendre et aller plus loin. Voilà ce qui, du coup, en voyant Énergie, je me suis dit, mais c'est peut-être bien. Et donc, non, c'est Énergie qui nous a aussi contactés. Et moi, personnellement, mais c'est mon point de vue, hein, c'est pas que c'est pas bien, mais pour le coup, c'est vraiment sur la démarche individuelle. Et ça m'ennuyait, déjà qu'ils sont un peu dispersés, de mobiliser les collaborateurs sur l'individuel. Je pense que nous, on doit les animer sur ce qu'ils font dans l'entreprise, mais en les sensibilisant, en leur apprenant tout ça, évidemment. Quand tu fais une phrase, tu ne peux pas après agir tout à fait de la même façon dans ta vie perso, mais ce n'est pas à nous de leur décider ça. Donc là, on est vraiment. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Mais, comme tu disais, c'est que franchement, on apprend en marchant et c'est super. D'ailleurs, merci de nous rassembler pour partager tout ça. Bien. Voilà. Très bonne transition. Merci à vous d'être venus. Parce que, je pense qu'on a tous besoin de s'appuyer, de se montrer qu'on n'est pas tout seul dans nos efforts quotidiens. C'est pas du tout facile, et je pense que tous les gens autour de la table et qui sont en ligne le savent et le ressentent souvent. Et des moments où on se sent un petit peu seul et un peu démuni. Ça fait du bien de se sentir à plusieurs, en groupe. Maintenant, nous allons passer à la table ronde. Je vais pour cela. Oui, alors j'avais mis ça, mais en fait, on a fait des questions dans le chat, donc c'est tout bon en fait. Il y avait juste une slide avec les intervenants. Vous allez pouvoir assister à un travelling qualité. Hop, comme ceci. Hop. Donc, Agathe, si tu veux me rejoindre les intervenants. Tac. Et voici. Alors, je vous propose de procéder comme ça. Déjà, vous pouvez chacun un petit temps, si vous voulez rajouter quelque chose. Je pense que Stéphane, tu es le premier à avoir ceux qui sont là. Dès que tu t'es dit, ça, faut en parler. Je pense que tu pas l'engagement des lecteurs dépôts, engagement, peut-être que tu en parlais. Voilà, si vous voulez réagir à un truc que vous voudriez rajouter sur ce que vous avez fait, voilà. Si vous voulez réagir à ce que quelqu'un d'autre a fait, en posant une question, en disant moi je suis pas d'accord là-dessus, pourquoi, sachant que c'est pas un débat évidemment, histoire de partager en fait et peut-être convaincre les voilà, remédier aux éditions des autres.
Et ensuite, nous prendrons les quelques questions. J'ai noté quelques questions qui sont sur le chat. Céline aussi. Et nous avons d'autres questions qui sont arrivées. Si vous voulez les poser, n'hésitez pas en ce moment. Et donc, voilà, je les poserai, on les relaiera après. Pour l'instant, les intervenants. Si vous. Oui, alors je vais répondre tout de suite en disant déjà, effectivement, moi je trouve que c'est une très bonne idée, c'est très bon. Merci de l'avoir organisé, parce que ce que j'aime beaucoup dans en même temps, c'est ma année qu'on entend là, mais c'est hyper concret. Et on fait tellement parfois de grandes visios où je peux dire qu'on fait tourner les éoliennes un petit peu. Et c'est vraiment, moi j'ai pris pas mal de notes au fur et à mesure, parce qu'il y avait des longues boîtes, des idées, des trucs, donc bravo pour cette initiative. Et après, je voulais juste rebondir parce qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé et je crois qu'ils ont complètement raison. L'intégration de la sensibilisation, voire de la formation aux enjeux dans les parcours de formation, c'est vital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous fait des trucs, on a parlé des fresques, des machins, etc. Si on dit que dans nos entreprises, cette transformation de nos business models, c'est stratégique, ce qui est stratégique, ça fait partie des transformations. Sinon, c'est du pipeau. Donc, il faut embarquer les RH, et s'ils n'ont pas le temps, on les reprend une deuxième fois, une troisième fois, on passe par le DG, jusqu'à ce qu'on intègre tous ces sujets-là sous forme des trucs qui sont à parler, de modules e-learning, peu importe, des outils, on s'en fout, mais pour tous les nouveaux arrivants, et ensuite pour rattraper, ça doit faire partie des plans de formation. Donc, voilà, j'ai noté, on est en train de travailler sur un e-learning, pour essayer de rattraper, et on l'a rajouté également récemment. On a décidé que tous les nouveaux arrivants vont faire la trace du document. Enfin, tous les nouveaux. Bon, on est une petite boîte, on est 2000, donc il n'y en a pas non plus 3000 qui arrivent tout le temps. Mais par grade, par groupe, par région, allez hop, on a une dizaine de nouveaux arrivants au bout d'un mois dans une région nord. Donc on les invite à une trace. Est-ce que l'un de vous va rajouter quelque chose? Oui, moi j'avais bien envie de rebondir en fait sur ce qu'Agathe a présenté en dernier parce que je trouve ça super intéressant de pouvoir engager derrière parce que c'est aussi un axe qu'on peut plus pousser parce que sensibiliser c'est bien, mais derrière il faut qu'il y ait une action. Et donc nous là, ce qu'on essaye de développer, c'est un workshop un peu clé en main qu'on va proposer après la fresque et que les équipes pourraient refaire suite à l'atelier en fait. Pour réfléchir ensemble dans leur équipe à ce qu'ils pourraient mettre en place. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à. Enfin, du coup, peut-être que vous, avec la presse, tu disais que vous avez adapté la fin. Mais enfin, voilà, s'il y en a qui en ont déjà fait, on serait assez bien d'échanger là-dessus. Et j'avais une question pour toi, c'était, tu vois, l'outil que vous avez testé là, comment ça a été accueilli par les équipes, parce que souvent on se dit ouais, c'est encore un outil en plus. Comment tu as réussi à fédérer un peu les équipes autour de ce nouvel outil pour qu'ils l'alimentent et que ça prenne tu les regardes. En fait, c'est encore un outil, j'ai entendu. En fait, ça c'était plutôt avec l'IT et tout ça, où il a fallu justifier, mais je comprends. Emploi, donc la comparaison sur Google, là, qu'est-ce que j'arrivais pas à faire. Mais je vois que le sujet du webinaire, ça n'arrive pas à faire juste avec un drive et un place. Pour faire ça, mais on a dû vraiment justifier ça. Mais par contre, quand on a vraiment montré les parcours, ils ont bien compris, après c'était bon. Et les magasins, c'était tout seul. On avait même fait 5 webinaires de prise en main d'outils avec 2 personnes. On a fait un slogan, ils ont compris tout seuls, ils sont à fond, connaissent les points des copains, moi je sais pas tous les jours qui est le premier machin, oui, ça, vraiment, après je connais pas peut-être vos boîtes, mais c'est vraiment dans la démarche leader et en fait on leur donne les clés pour faire tout seul, mais être sûr d'avoir des bons résultats, donc ils sont vraiment en et après, on verra pour les services internes. Il y a une version mobile. Oui. Et comme pour Énergie, il y a toute une partie animation aussi, ou ça c'est compliqué. Ça c'est non. Donc il faut que tu fasses tous tes trucs de com, quoi. Alors en fait, c'est le dommage, je comprends plus en détail. L'animation c'est nous, mais tu as des choses facilitées par l'outil. Tu peux cibler par exemple ceux qui n'ont pas fait de Reader Café. Puis en news, donc franchement c'est bien foutu. Après c'est pas un outil propriétaire, donc voilà, il y a des choses que je voudrais faire que je ne fais pas. Mais et juste en termes de coût,
Parce que moi, je trouve que c'est hyper cher l'énergie, personnellement. Et puis, je sais pas vous, mais même si on est des grosses boîtes, on n'a pas des budgets de dingue à la RSE. Donc, 20 000 balles, on a de quoi faire. Juste pour votre information, nous, on a fait une négo pour 200 sites, parce qu'on a les sites d'entreprise qui sont internes. 200 sites, c'est 29 € par site par mois. Donc, après, La formule de la colle. pour la plateforme Qu'ils soient actifs ou pas. qu'ils soient actifs ou pas, en fait, moi j'ai négocié ça et le but c'est de le refacturer au magasin. Et le magasin m'a dit, non, mais je le sers à moi, il n'y a aucun problème. Et donc, en gros, ça me fait moi 60 000 € à l'année, mais pour amener 200 sites. On entend ce qu'on veut, mais je trouve que c'est 29. Et pour votre information, j'ai négocié pour tout ADO. Donc, plus il y a de participants et plus le tarif sera dégressif. Là, c'est parce que j'ai tous mes copains, bricoleurs, etc. Et les OBU, donc voilà. Vous avez déjà un outil interne type Yammer, WordPress ou je sais pas quoi, là. C'est en plus. Alors, ça tue pas ce que toi tu posterais sur le réseau et tout ça à côté? non, parce qu'en fait, c'est pas un outil de com, c'est vraiment un outil d'animation de l'action. Tout le monde n'a pas accès, et ce qui est hyper bien foutu, que je dis bien, mais parce qu'on va commencer à l'activer, c'est qu'on leur demande toujours de poster une photo quand il est là, parce qu'en fait, on est en train de rajouter, ça marche déjà, on va lancer. Ils pourront cocher, par exemple, ils déclarent un Uber Café, ils pourront cocher je veux poster sur Workplace, et en cochant, ça va automatiquement faire un post dans le réseau que moi j'ai, Impact Positif, dans un template que j'ai créé. Et ça peut être demain sur Facebook et Instagram, puisque c'est le même groupe, mais on y va doucement. Mais le but, c'est de pouvoir donner plus de visibilité aux actions qu'on aura choisies. Toutes les actions n'ont pas la coche, pour éviter d'avoir un oiseau ou d'avoir voilà. Sur notre réseau social, mais voilà, dans un cadre maîtrisé. C'est toi qui maîtrises ça. Le fait que ça soit couché ou pas. Oui, c'est moi qui dis où je mets la coche ou pas, quel est le template. Donc là, on lance en commentaire souvent. Il y a aussi, je vous en passe, il y a d'autres fonctionnalités. Et après, en fait, ça fonctionne avec un socle commun dans le prix que je vous donne. Et ensuite, il y a des spécificités. Donc, moi, j'ai fait développer un ou deux trucs que je voulais, que d'autres clients ne voulaient pas. Bah, on peut payer, il faut qu'ils aient de la bande passante, mais on peut payer des choses. Et après, il y a des fonctionnalités payantes en plus. Celle dont je vous parle là, Post et WordPress, ça, c'est payant. Et il y en a une autre, c'est un catalogue, avoir un catalogue d'associations. Parce que moi aussi, j'avais rencontré vendredi, on l'a vu, je sais pas quoi, là, dans la fin, qui sont très bien. Et j'étais embêtée, moi, de me dire, bah, ça, c'est que sociétal. Tu vois, c'était beaucoup la partie sociétale. Et comme on voulait animer le tout, à l'époque, en tout cas, à la CAS, c'était le seul. Et d'ailleurs, j'avais eu des collègues à toi de Decathlon qui m'intéressaient aussi. C'était les seuls qui proposaient tout. Mais on leur a dit, ce serait bien qu'il y ait le catalogue des associations dedans, etc. Et même moi, mon rêve, ce serait qu'on arrive à faire en sorte que les parties prenantes externes puissent avoir accès à la plateforme, poster leurs besoins. Parce qu'on a aussi un Positive Impact Day, un jour par collaborateur par an. Mais il faut leur faciliter le fait de comment l'utiliser. Super. J'ai deux questions qui ont été posées dans le chat pour Stéphane. Peut-être que d'ailleurs, ça vient aux autres du coup aussi. Donc, on a une question de Vianney. Combien de temps te faut-il pour fresquer 300 personnes à deux? Alors, on a démarré, on a été formé en septembre. La première, on l'a faite en décembre 2020. Alors, comment ça se passe en fait? C'est que quand on dit 350, à chaque fois, on a souvent, par exemple, des directeurs de magasins. C'est une réunion de régionale, comme vous imaginez. Une région, c'est à peu près, on va dire, entre 15 et 15 directeurs de magasins. Donc, on fait à peu près 3 groupes de 5, des tables de 5. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'en 3 heures, j'en ai fait 15. Donc, si tu divises, je pense qu'en moyenne, on a dû faire, je réfléchis, souvent, c'était à peu près, je crois, entre 15 et 20 personnes. Qu'est-ce qui calcule vite? Si tu fais 350 que divise 20, ça fait. À peu près, j'ai dû faire 17 sessions de 3 heures. Donc, ça fait 50 heures sur un an et demi.
On peut faire facilement 3 tables de 8, quoi. Oui. Alors, nous, on essaie de faire des tables de perso, on essaie de faire des tables maximum de 4-5. Parce qu'on trouve qu'à 8, il y en a toujours 2 ou 3 qui participent. Enfin, voilà. Mais je ne sais pas si ça répond à la question. Non, C'était c'était la question, la question de timing. Il y avait une question du coup qui est moins ancrée sensibilisation, mais qui est peut-être intéressante aussi. Question de Sylvain, pour Stéphane, toujours. Pourquoi ne pas aller chercher directement la qualité de société à mission, elle, dans le positif workplace? Ouais, alors, pourquoi ne pas l'avoir fait tout de suite? Pourquoi positif workplace plutôt que société à mission? Alors en fait, ce sont 2 choses différentes. Société à mission, j'ai rencontré le président comment ça s'appelle, la communauté des entreprises à mission, donc qui est également c'est Emery, le président de la CAMIF. Donc je l'ai rencontré hier. Donc on va aller vers l'entreprise à mission, c'est un statut. D'accord? Donc tu peux, alors que la label Positive Workplace, c'est un label comme Great Place to Work, par exemple. Encore, on est aussi Great Place to Work. Ce sont 2 choses différentes. L'entreprise à mission, c'est un statut. Les labels, c'est un audit qui te dit si on est par rapport à une évaluation extérieure. Ce sont un peu 2 choses différentes. Mais l'entreprise à mission, oui, en tout cas, très clairement, pour moi, et je suis aligné avec mon DG, c'est une prochaine étape. En fait, on va reconstruire. Après, toute l'entreprise, ça, c'est pas répondre à un questionnaire. Non, tout à fait, c'est énorme. L'entreprise à mission, vous avez sûrement tous ces exercices de vision ou dans le projet d'entreprise. Pour moi, l'entreprise à mission, notre prochaine écriture de la vision d'entreprise doit aboutir à une entreprise à mission. Et donc, c'est ce qu'on va lancer. Donc, ça va prendre, comme tu dis, Caro, là, c'est pas un questionnaire, c'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est quelque chose qui est très piloté par l'entreprise. J'ai vu il n'y a pas longtemps non, je conscience. Juste un truc, c'est hyper intéressant. Les raisons d'être des entreprises, c'est quelque chose qui existait il y a 300 ans. Et comment? On disait qu'avec un colis de staff, c'était mieux, c'était un partage assez personnel. Les raisons d'être des entreprises, la première entreprise qui a été créée, c'était la Compagnie des Indes par 2014, il y avait une raison d'être utile pour le pays. Au fur et à mesure, je ne sais pas l'histoire, mais au fur et à mesure, ça s'est complètement délité. Et ça, le pire du pire, c'est 1986, dans toutes les écoles de commerce, on disait c'est quoi la raison d'être d'une entreprise? C'est faire du bénéfice pour rémunérer l'actionnaire. D'accord? Et on en est encore beaucoup là. La raison d'être d'une boîte, c'est de rémunérer l'actionnaire. Et aujourd'hui, on est en train de revenir progressivement à une véritable raison d'être d'entreprise qui est en quoi je suis utile au monde. Qui est l'entreprise à mission. Donc c'est une bonne nouvelle, ça. On revient enfin à l'essentiel. Ce n'est pas dire qu'il ne faut pas faire des bénéfices. On ne vit pas pour respirer l'oxygène. On a besoin de respirer l'oxygène pour vivre. Les bénéfices, c'est pareil, c'est un besoin pour continuer à faire des entreprises. Ça ne peut pas être le but ultime. Stéphane, tu es dans le parcours 1.5. Oui, je fais partie de la chance. 14h012 mardi. Est-ce que la démarche d'entreprise à mission, tu ne la relis pas justement à ce parcours? Si, alors le parcours CAP 1,5, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Non, je pense que tout le monde n'est peut-être pas au courant dans la salle. Ouais, alors en 2 mots, vous savez qu'il y a eu il y a toujours la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, qui réunit 150 entreprises, qui elle-même s'est inspirée de la Convention des citoyens, qui avait été lancée par Macron, mais malheureusement, il n'a pas été suivi leurs préconisations. Mais ces citoyens, ils avaient fait des trucs de dingue en intelligence collective. Il y a des gens qui étaient des chefs d'entreprise qui se sont dit qu'il faut faire pareil avec les boîtes. Il y a 2 personnes qui ont participé à la Convention d'entreprise pour le climat, que sont Anne-Céline Bertrand et Benoît Leclerc, qui est un des actionnaires de l'IE. Et ils ont dit, punaise, il faut qu'on fasse ça pour l'AFM. Et donc aujourd'hui, il y a une centaine de dirigeants de l'AFM, tous les présidents de conseil de surveillance, les membres du conseil de gérance, les DG des grands groupes, Adeno, United, Auchan, etc. et tout, plus les leaders RSE de ces groupes et tout, c'est une centaine de personnes qui suivent un parcours de 5 fois une demi-journée et plus le dîner du soir, avec des conférences, des travaux, pour exactement intégrer cette transition dans le business model de toute l'entreprise. Il faut créer une rupture dans le business model pour moi, l'objectif. Ouais, c'est ça. Ça va plus loin. Oui, non, mais je ne sais pas si on arrivera. C'est l'objectif. Ils sont interpellés là-dessus, hein, parce qu'en fait, et on va barrer si je commence à parler tout ça. C'est moi la démarche d'entreprise à mission, si elle renaît dans nos entreprises, dont certaines, pas mal de celles qui sont ici, sont représentées dans ce instant, je pense que tu es obligé de te reposer la question. Ah oui, évidemment, ouais, tout à fait. Moi, j'ai une question sur plutôt les ambassadeurs, parce qu'on parlait un petit peu de ambassadeurs partout, etc.
Moi, j'ai toujours une interrogation, c'est parce que chaque fois, j'ai essayé d'en mettre en place, mais c'est comment vous arrivez à les motiver pour qu'ils le soient, déjà d'une part, et à les motiver pour qu'ils agissent, ou c'est quoi les animations que vous faites avec eux et comment vous arrivez à les capter, à les garder et à les rendre actifs? Tu veux prendre la parole là-dessus? Oui, je vais répondre. Le plus important, c'est que déjà que leur statut d'ambassadeur soit reconnu. Parce que le bénévolat, c'est gentil, mais au bout d'un moment, les gars, ils disent attends, j'ai déjà du boulot, j'ai mon salaire, etc. Et tout. Parce que, alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais chez nous, la moitié des ambassadeurs sont des équipiers, donc des employés. Un quart sont des directeurs adjoints, des cadres, chez Vernon, chez des secteurs, certains. Et puis, il y a un quart qui sont des directeurs magasins. La moitié, ce sont des équipiers. Et donc, le plus important, il me semble, c'est qu'il faut les mettre en valeur, il faut les reconnaître. Tu vois, à la convention, on avait 3 ateliers, il y a 500 personnes qui sont venues, Thierry Mullier, Thierry Livret, tu vois, ils sont passés, c'était tenu par des ambassadeurs et ambassadrices. Et là, je te dis, en termes de reconnaissance, de récompensation, de montrer que ce que tu fais, c'est pas un truc juste entre Happy Few du Green World, quoi, mais c'est mis en avant par l'entreprise. Je pense qu'il faut les mettre en avant dans les réseaux sociaux, dans les réseaux d'entreprise, sur l'intranet. Il faut que les DG, de temps en temps, ils disent bravo à Aurélie Angoulême qui a fait une super initiative, qui a mis en place avec des vieilles palettes, un système de tri des déchets dans les sociaux, enfin j'en passe les meilleurs. Moi, il me semble que c'est un des points. Et après, sinon, on les anime en visio régulièrement avec l'équipe, on essaie de faire un point avec eux une fois tous les 2-3 mois. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter? Oui, je peux rebondir. Nous, on a eu la chance, on a dit qu'il va être relais RSE, il y a eu 8 personnes qui ont levé la main, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Donc, le recrutement, ça n'a pas été un souci. Après, par contre, l'animation de 1000 personnes, donc je n'ai même pas tout à fait l'animer, c'est pas ça. Et du coup, on a un workplace, on faisait un café impact positif une fois par mois. Puis on dit, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais il faudrait qu'on le refasse. Donc après, c'était ouvert, on posait des questions, etc. Ce que je suis hyper en phase avec toi, c'est qu'il faut que ce soit reconnu, parce qu'on en a qui sont vagues usés. Et en plus, le quotidien dans toutes nos boîtes, je pense qu'il est assez compliqué depuis 2 ans, donc ça, en plus, c'est compliqué. Donc, nous, on a fait un second rôle, mais officiel, on a pas de DRH. Un second rôle chez Leroy Merlin, c'est une mission qu'on te confie sur laquelle tu es animé par ton manager, qui rentre en compte dans ton évaluation, même si c'est qualitatif, mais on va te poser des questions dessus, quoi. Qui sert ton projet pro et qui peut faire jusqu'à 20% de ton temps de travail en accord avec ton manager. Certains, c'est 5%, je ne sais pas. Ce n'est pas propre à un impact positif, il y en a d'autres. Et donc, voler impact positif, ça en fait partie. Et après, je pense que c'est beaucoup de la valorisation. Et nous, je sais qu'il y a vraiment eu un creux. Ils étaient à fond et puis il y a eu un creux. Et le challenge, ça m'ajoute vachement parce que ça les met en avant, que leur dire maintenant, il sait quand ils font quelque chose, ça remonte avec Corinne, ça permet cette dynamique-là, elle redonne vraiment une énergie. Ce qu'on avait fait au bout de 5-6 mois de la fraise, c'était pareil. Ça revient à ce que vous dites. On avait créé une fiche de mission alimentaire de fraise parce que jusqu'à présent, c'était officiel. Ça permettait déjà d'échanger avec son leader direct, parce que jusqu'à présent, on faisait, on en parlait, mais on faisait quand on pouvait. Et du coup, on a une fiche mission où, en fait, ça permet de faire un double truc, ça permet de rendre officiel, mais ça permet aussi d'engager aussi l'animateur. Pas qu'il dit j'en fais une, après j'en fais plus. En fait, on lui disait, ok, tu t'engages dans le projet, tu dis je vais faire 5 fraises par an, par exemple. Ça l'écrivait et ça définissait aussi les rôles qu'il avait et on intégrait ça dans la mission à débriefer dans l'année. C'est-à-dire qu'il y avait un indicateur. Vous mettez, il y avait l'indicateur collectif, on s'engage tous à faire 5000 personnes par an, et après, il y avait l'indicateur individuel, parce qu'on envoyait des questions de feedback à la fin, que tu pensais de ton animateur, que tu pensais de l'atelier, etc. Ça permettait de recommuniquer. Et aussi, ce petite validation hiérarchique qui était quand même importante en Moi, à la limite, ma problématique, c'est plus d'emmener les managers qui ne disent pas, il y a des relais qui vont faire, parce que c'est pas une transition que les relais vont faire, hein, c'est pas le cœur de métier, donc c'est plutôt, si vous avez des conseils, comment on embarque bien les managers, et en fait, si le manager est embarqué, il va plutôt voir son relais comme une ressource pour faire ce qu'il a à faire, et après, ça va tuer. Après, il y a une notion de pourcentage, parce que tu parlais de 20%. Enfin, je prends l'exemple de chez Decathlon, on avait
À l'époque, il y a 3-4 ans, il y avait des relais de développement durable dans les sports. Ça ne marchait pas. Parce que c'était des relais, en fait. Et au bout d'un moment, il y avait un rôle un peu plus officiel qui s'appelait leader de développement durable, avec du temps et pas 5%. 5%, ça ne marche pas. Le minimum, c'était le 20%. Déjà, 20, c'est pas beaucoup, mais en dessous de 20, en plus, ça marche pas. Et même, il y en a qui étaient à 50, 60, 70%. Et la notion de temps aussi donné officiel et avec un temps suffisamment important, elle est super importante aussi. Parce que du relais, franchement, un relais sans temps, ça ne jamais. Puis que ce soit véritable aussi à la fin de l'année, que ce soit valorisé, super rémunération aussi. Nous, ça commence à décoller vraiment depuis qu'on a dit nos 2 niveaux, en tout cas au niveau du reste de France. Sur les autres pays, je n'ai pas encore cette maturité et j'ai beaucoup de mal à maintenir mes correspondants pays. J'en ai un qui démarre en Italie et j'en ai une qui doit éteindre pendant 3 ans en Espagne après être à fond. Évidemment, sur les RH, ma chef de la santé, ça a été très, très, très dur pour elle. On anime, on a un sponsor qui est au niveau au moins région, voire même il y a un tiers de la France, pour être clair, et qui lui va animer justement cette partie manager. Et après, on a des ambassadeurs par région qui sont vus tous les mois avec des sujets, on les alimente de sujets tous les mois. Et franchement, ça a été. Il y a un pilote aussi qui aide le sponsor, qui est lui un directeur de région. Et en fait, c'est eux qui créent des contenus, enfin, on crée des contenus ensemble, et après, ça descend jusqu'au magasin, on dit à quelqu'un et qui n'a pas beaucoup de temps sur le sujet, qui est plutôt à 5%, mais qui ne veut être uniquement monter et redescendre des infos. Par contre, ceux qui sont à un niveau intermédiaire, qui sont vraiment missionnés référents, ils sont tous dans un projet, autour des déchets, autour des déchets du magasin, où on voit prénoter les bouts touchants, autour de la communication collaborateur, et il y en a même qui pilotent à notre place, et j'y arrivais pas, que les e-learning sont justement à 2 sur le sujet déjà, les e-learning sont faits. Alors pour répondre, les gens n'ont pas de temps, alors il y a un e-learning de 7 minutes et l'autre fait 8 minutes. On n'a pas joué le jeu de faire des trucs au niveau des magasins, qui à la rigueur pour la centrale ne sont pas très intéressants parce que les gens ont déjà tout le bout d'infos par les réunions d'équipe. Mais ça a vraiment décollé depuis qu'on a une présence au niveau du Covid du pays, par ce sponsor plus ce pilote. Tant que j'avais pas ça, ceux de la base, ils pouvaient toujours s'exciter et prendre des trucs, ça ne scalait jamais. C'est 5 ans. Et je suis toujours présente au niveau de leur copine, ce qui va être un problème d'ailleurs, mais à partir de maintenant. Mais il y a une présence de nous pour impulser toujours de la nouvelle matière, un peu ton rôle, Agathe, quelque part, je pense, ou toi, Marion aussi, peut-être. Et nous, on n'a pas une personne dédiée à ça, et honnêtement, ça serait fort. C'est intéressant. Depuis tout à l'heure, je peux te remarquer le nombre de fois où est-ce qu'on a évoqué les ressources humaines, on parle de formation, on parle j'aime bien l'idée, là, je m'en suis noté d'officialiser ce second rôle avec un pourcentage de critères de validation. Et en fait, c'est pas étonnant, parce que quand on est en train de parler du changement, de la transformation, la transition, c'est synonyme. Vous savez tous que ça s'appelle la conduite du changement. Donc la conduite du changement, le changement est impulsé par la DG, la conduite du changement est souvent aussi portée par les RH, parce que c'est accompagner les parcours, accompagner la formation, travailler. Et donc c'est frappant, je trouve, dans les échanges qu'on a, à quel point nous, en charge de ces sujets de la RSE, on doit s'appuyer et embarquer les RH avec nous pour dire, voilà, sans vous, on n'y arrivera pas, les gars. Ouais, c'est pas périphérique, c'est pas s'ils ont un peu de temps, ils vont faire le truc. Non, c'est peut-être au cœur de leur mission RH, puisqu'on dit que c'est au cœur de la stratégie d'entreprise. Et pour rebondir là-dessus, on s'est posé ces mêmes questions et on est même en train de parler, nous, de plus de forcément de RSE ou quoi, mais de transformation culturelle. Comment est-ce qu'on insère la RSE dans les gestes du quotidien, que ce soit un réflexe, que ce soit dans la culture de la boîte, parce que quand on voit des entreprises comme Patagonia ou quoi, ils n'ont pas de structure RSE, ils sont naturellement, nativement, culturellement, la boîte dans ce qui fait la boîte et ce qu'elle est, ils ont ça ancré. Alors pourquoi est-ce que tu as des boîtes comme ça et tu as des boîtes où ça l'est pas? C'est justement parce qu'ils vont toucher au plus profond dans les croyances et donc c'est faire un travail là-dessus et donc ça va, c'est clairement un truc de DG, RH et com en fait, c'est un sujet de tout le monde. Et le fait de dire et de parler de transformation culturelle, c'est un peu une piste pour pouvoir commencer à réfléchir là-dessus. Tout à fait. De toute façon, le Graal, pour moi, c'est jusqu'à présent, on passait toutes les actions qu'on avait dans les entreprises, on y passait, c'est quoi qu'est-ce que ça va générer
le chiffre d'affaires, etc. Ce qu'il faudrait, c'est que chaque action de chaque collaborateur, on passe ça au filtre de c'est quoi l'impact de l'impact sur la planète. Et quand on aura arrivé à faire ça, c'est le grave. Alors ça, il y a un truc qui est canon pour ça, c'est un autre sujet, mais qui est complètement connecté. C'est que tant que dans les entreprises, on ne donne pas une valeur euro à la tonne de CO2, on dit, je prends des décisions, ça rapporte du chiffre, de la marge, la rotation de stock, du RO, tout ce que vous voulez, rapport du CO2, le CO2, c'est beaucoup, on ne sait pas. Donc là, maintenant, nous, on a pris une décision qui est globale maintenant chez United, entre les cliniques blanchis, une tonne de CO2, 600 €. On a décidé, donc on a approché, on a mis 600. On peut mettre 150, on peut mettre 50, s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Franchement, ça ne change pas. Ce qu'il faut maintenant, c'est de donner une valeur. Parce que tout d'un coup, là, vous revenez avec des raisonnements habituels qu'on a vu dans l'entreprise, des plus, des moins, ça coûte, ça rapporte. Et là, vous pouvez valoriser vos actions en disant, voilà, quand on prend une décision d'avoir mis 70 écrans reconditionnés pour les gens qui sont en télétravail, ça fait, je sais plus, 3 tonnes de CO2. À 103 tonnes, ça fait 300 balles. Il y a combien 300 €, qu'on a gagné, pas grand-chose, mais c'est des petits gestes. Donc ça, c'est un sujet pour aller dans son sens. Enfin, nous, on accompagne dans un collectif, on accompagne aussi des PME, etc. Et même dans les PME, quand on a des entretiens avec eux, on nous dit, mais nous, notre rémunération, parce que vraiment, c'est un sujet, nos primes, tout est primé sur le chiffre d'affaires. Et je sais que chez Decat, ça m'a fait rire jaune, c'est que le jour où on a, c'est assez récent, où on a intégré dans les calculs de primes le chiffre d'affaires durable, etc. Il y a des personnes qui étaient plutôt éloignées de ces sujets, qui sont en action. Et j'ai envie de dire, tous les moyens sont bons, donc très bien. Et ça, cette notion de comment on gère aussi la REM pour intégrer ça de façon intelligente, progressive, on va faire ça comme ça. Et ça, c'est hyper important. En tout cas, c'est des choses qui reviennent, même sur des boîtes un peu plus petites. Les gens commencent à se poser ces questions-là. C'est quand même positif. On est en train de voir comment on peut rentrer dans la prime trimestrielle. Je pense qu'on va commencer d'ici fin 2020, mais petit à petit, c'est peut-être un sujet. Alors, je vous propose qu'on clôture ici c'est bon. On va clôturer ici cette table ronde. Merci beaucoup à nos 4 intervenants et à Daniel qui n'a pas pu rester jusqu'au bout. C'était vraiment super intéressant aussi. Qui a pu répondre à certaines questions avant de partir. Merci beaucoup à ceux qui ont été présents en visio. Merci à ceux qui ont été présents sur place. J'espère que ça aura inspiré certaines personnes. N'hésitez pas à revenir vers moi et à revenir vers vous. Vous êtes d'accord que je partage les données dans le mail de débrief. Donc, voilà. N'hésitez pas. Dans les différents outils, vous pourrez voir qu'on a la boîte à outils. Contactez-nous aussi parce qu'on a plein d'infos là-dessus sur les contacts, etc. Voilà. Donc, quelles que soient vos questions qui vous restent en suspens, si ce soir, en vous couchant, vous pensez à un truc, n'hésitez pas à nous poser une question par mail. On y reviendra. Voilà, les intervenants. Oui, plutôt lundi, oui. Plutôt lundi, c'est vrai que c'est vendredi. Voilà. Merci infiniment à vous d'être venus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Et puis, voilà. Go sensibiliser si peut-être les intervenants vont donner leur mot de la fin, un mot pour la fin. Moi, je dirais sensibiliser, c'est facile. Merci. Merci, on peut y arriver. Moi, je dis week-end. Il est mérité ce week-end. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir donc arrêter là. Le replay sera partagé. Alors, on a lancé le replay un peu tard. J'ai lancé le replay un peu tard, l'enregistrement. Et vous aurez le gros des intervenants. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Au revoir.